Exactement 16h18 et des poussières. On peut tout de suite aller voir Sophie Mathieu. Elle est spécialiste des programmes à l'Institut Vanier de la famille et autrice du nouveau livre Égalité, fécondité et maternité, le soutien aux familles du Québec dans un instant. Nous saluons donc Sophie Mathieu. On vous l'a déjà présentée. Elle est spécialiste principale des programmes à l'Institut Vanier de la famille et également autrice du nouveau livre Égalité, fécondité et maternité, le soutien aux familles du Québec. Bon après-midi, Madame Mathieu. Bon après-midi. Ça va bien, Madame Mathieu? Oui, ça va très bien. Oui, alors dites-moi, pour une fois, on a dénombré autant de morts que de naissances en 2023 au Québec. C'est un hasard ou alors c'est déjà arrivé? À ma connaissance, c'est jamais arrivé, mais je suis pas tellement surprise que ça arrive. On sait depuis plusieurs années, la population est vieillissante au Québec, comme c'est le cas dans les autres provinces et dans la plupart des pays du Nord global, des pays industrialisés. Ce qu'on voit au Québec, comme dans les autres provinces, mais peut-être de manière un peu moins marquée au Québec, c'est une chute de la fécondité qui est assez importante là depuis 2020, donc depuis la pandémie. Et parallèlement à ça, on a vu une légère baisse de l'espérance de vie à la naissance. Donc, on a des gens on a une population vieillissante, donc des gens qui décèdent à un âge quand même respectable, autour en moyenne de 82-83 ans. Les femmes font moins d'enfants. Et donc, on arrive au constat que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'on a maintenant plus de décès que de naissances. Alors, on va rapidement dire que c'est un hasard, mais que c'est pas un signal qu'il faudrait voir, continuer à suivre pendant les années à venir. Ça peut arriver une année, non? Ben, en fait, quand on regarde les déterminants sociaux de la fécondité, c'est-à-dire quand on regarde ce qui fait varier la fécondité d'un pays, on se rend compte que au Québec, comme dans bien d'autres pays, lorsque le contexte le contexte économique et social n'est pas favorable à la naissance d'enfants, les femmes réduisent leur fécondité. Et depuis 2020, ben c'est pas si facile au niveau biologique. Oui, là, il y a pas de changement majeur, du moins par ma connaissance. Mais on sait par contre que les places en service de garde sont insuffisantes. On sait aussi que la conciliation emploi-famille pour plusieurs familles au Québec a été difficile récemment, notamment en raison des confinements, des grèves. Donc, il y a plusieurs parents qui ont probablement décidé de ne pas avoir d'enfant ou de reporter à plus tard la naissance d'un enfant. Et ça a pour effet de voir que la fécondité a chuté à 1,49 enfants au Québec pour 2022. Donc ça, c'est très, très faible. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps au Québec. Ça montre que la décision d'avoir un enfant se prend dans un contexte très particulier. Et présentement, le contexte n'est pas optimal pour bien des familles qui décident simplement que avec le prix des maisons, avec l'incertitude
qui planent autour des grèves, des pandémies et tout ça, qu'ils n'ont pas envie de donner naissance à un enfant dans le contexte actuel. Alors, c'est un problème très sérieux qui va nous amener à regarder parce que dans la société, pour qu'il y ait une prolongation de la famille, pour qu'il y ait pour qu'on puisse continuer à compter sur une société viable, mais il faut absolument qu'on fasse un peu plus d'enfants. Est-ce que c'est pas là qu'on doit regarder du côté de l'immigration quand on constate que le taux de fécondité, moi je ne dirais pas est à la baisse parce que bon, on refuse tout simplement pour des raisons qui appartiennent à chacun, n'est-ce pas, chacune surtout, de mettre des enfants au monde. Mais si on veut perpétuer l'espèce, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder du côté de l'immigration? Vous avez tout à fait raison. Alors, je veux juste apporter une petite clarification à ce que vous venez de dire. Quand on parle de fécondité, on parle vraiment du choix. Là, ce que je suis en train de dire, c'est pas une question de fertilité. Quand on parle de fertilité, là, c'est la capacité physiologique. Ça, je pense pas qu'il y ait vraiment une diminution de la fertilité, mais je suis pas dans le domaine médical, là, donc je veux pas trop me prononcer là-dessus. Par contre, la décision d'avoir un enfant, il y a beaucoup de couples qui décident de ne pas avoir d'enfant. Et vous avez raison de dire, si on veut que la population se remplace, c'est-à-dire si on veut pas avoir une population qui est constamment vieillissante, avec un débalancement démographique, c'est-à-dire avec beaucoup de gens très âgés, très peu de jeunes pour remplacer ces personnes vieillissantes, il faut que les femmes aient en moyenne 2,1 enfants. Là, on est à 1,49. Là, on est très, très loin de ça. Alors, comment est-ce qu'on vient rééquilibrer ça? Ben, c'est certain que l'immigration, c'est un rôle clé à jouer dans la structure d'âge d'une population. Donc, quand on regarde là les pyramides des populations, on regarde essentiellement trois choses. On regarde le nombre de bébés par femme, donc le taux de fécondité. On regarde l'espérance de vie à la naissance. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens vivent assez vieux. Et on regarde également l'immigration, parce que l'immigration est une façon de pallier au vieillissement de la population en ayant des nouveaux arrivants qui sont souvent assez jeunes et qui, eux, à leur tour, vont également faire des enfants, qui permet un remplacement de la population. Maintenant, très très important aussi de regarder de manière conséquente qu'il y ait un programme plutôt sérieux. D'abord, est-ce qu'on est sûr que le gouvernement s'est intéressé à la question? On dirait que on voit des incitatifs à presque tout, n'est-ce pas? Pour même acheter une voiture électrique, il y a un incitatif. Et pour faire des enfants, j'ai déjà entendu ça au Québec, donner des moyens à ces jeunes familles-là de se loger, d'avoir une nouvelle maison, d'acheter une première propriété, etc. Tout ça a disparu ces jours-ci. Est-ce qu'on devrait commencer à pousser dans ce sens-là pour ramener les jeunes familles à procréer, quoi? Oui, en fait, j'aime beaucoup ce que vous évoquez comme solution. Historiquement, au Québec, à la fin des années 80, on a eu un programme, on a eu une politique nataliste, c'est-à-dire une politique dont l'objectif premier était vraiment de faire naître des enfants. Et cette politique-là, ce qu'elle avait mis en place, c'était des allocations à la naissance. Donc, essentiellement, là, si je vulgarise un peu, puis je vais un peu vite, on disait au couple, on va vous donner des sous à partir du troisième enfant et des suivants. Ouais. On va vous donner un petit chèque au premier bébé, un petit chèque au deuxième bébé. Mais à partir du troisième, quatrième, avec l'inflation aujourd'hui, là, ça représenterait autour de 16 000, 17 000 enfants par enfant à partir du troisième enfant. C'est ce que le gouvernement donnait. Maintenant, est-ce que ça fonctionne dans la société actuelle? Pas vraiment. Parce que ce n'est plus
ce que les femmes choisissent. Il y a des femmes qui veulent encore des grandes familles et être à la maison, mais ce n'est pas le choix d'une majorité. Donc, quand on évoque des mesures pour soutenir les familles, ce qui semble être beaucoup plus intéressant, c'est un peu comme vous l'avez évoqué, donner accès à la propriété, s'assurer que les familles ont accès à des congés de maternité, des congés de paternité, qu'ils ont des horaires qui leur permettent d'aller reconduire leur enfant au service de garde, pas à 6 heures le matin puis le reprendre à 5 heures le soir, c'est trop long, mais qu'ils ont un peu de flexibilité, qu'ils ont une place garantie en service de garde. Autrement dit, ce qui semble mieux fonctionner pour les familles, c'est de leur offrir des mesures de conciliation emploi-famille qui font en sorte que les femmes et les couples n'ont plus à choisir entre les enfants et la carrière. Parce que beaucoup de femmes, lorsqu'on leur donne le choix, elles se disent non, mais un deuxième ou un troisième enfant, j'y arriverai plus, mon travail est trop exigeant, ça va coûter trop cher, on n'a pas la maison pour ça, ça prend une plus grosse voiture. Lorsqu'on permet aux familles, lorsqu'on élimine, dans le fond, ces irritants-là qui font en sorte que c'est plus difficile d'avoir un deuxième ou un troisième enfant, la fécondité chute moins. C'est ce que la recherche montre dans tous les pays industrialisés. Et puis, peut-être qu'on sort le chiffre comme ça et puis on n'y réfléchit pas. En général, c'est un homme et une femme jusqu'à preuve du contraire. Et enfin, lorsqu'on ne passe pas par d'autres méthodes qui mettent au monde un enfant. Lorsqu'on est à 1,49, ça veut dire qu'on reproduit une personne, pas les deux. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour avoir un remplacement de la population, il faut vraiment être à 2,1. Donc, on est très, très loin de ça. Ça fait d'ailleurs plusieurs années, là, depuis les années 70, qu'on n'est plus au remplacement de la population. Par contre, comme je le mentionnais, les immigrants, la venue d'immigrants vient aider pour s'assurer qu'on n'a pas une population qui est complètement débalancée. Il y a un débalancement démographique, là, mais ça pourrait être bien pire que ça si on n'avait pas les immigrants qui viennent un peu redresser la balance démographique. Si on avait beaucoup de temps, on aurait pu regarder l'autre aspect de la question aussi, les femmes qui sont de plus en plus autonomes, qui veulent davantage prioriser la carrière par rapport à la famille, et c'est leur droit, n'est-ce pas? C'est bien normal. Tout à fait. Sauf que, à un moment donné, il y a des conséquences à la chose, pas vrai? En fait, je veux apporter peut-être une nuance. On remet jamais en question le choix des hommes. Pourquoi on remettrait en question le choix des femmes? Absolument. Donc, je pense qu'il faut regarder la chose dans sa globalité. On sait aussi, la recherche montre que lorsque les papas sont très impliqués, lorsqu'ils prennent les congés de paternité, lorsqu'ils partagent les soins de manière plus égalitaire, leurs conjointes sont moins réticentes à avoir un autre enfant. Elles sont aussi moins susceptibles de divorcer. Il y a des travaux qui ont montré ça. Donc, l'implication des papas a des vertus inespérées, à la fois sur le bien-être des familles, sur l'attachement vers les enfants, mais aussi sur les naissances. Il y a même des pays où lorsque les femmes sont moins accablées par tous les soins des enfants, parce qu'il y a une meilleure répartition, les femmes hésitent moins à faire d'enfants. Donc, il faut regarder pas juste du côté des mamans, mais aussi du côté du deuxième parent, qui est le plus souvent le papa. Absolument, vous avez tout à fait raison. Sophie Mathieu, spécialiste principale des programmes à l'Institut Vanier de la famille et autrice du nouveau livre « Égalité, fécondité et maternité ». À un moment donné, peut-être qu'on aura paternité aussi, hein, n'est-ce pas, comme titre. Ça serait un excellent titre, j'en prends note. Faut s'en prendre des notes. Le soutien aux familles du Québec. Je vous remercie, Madame Mathieu, d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet intéressant cet après-midi. Ça m'a fait bien plaisir. Au revoir. Au revoir.